Tout le monde, ça fait plaisir de vous retrouver. Le Ciné Club Carolino entame sa 5e saison grâce à vous. C'est grâce à votre succès et votre soutien qu'on peut continuer avec l'équipe de Max Linder. J'ai plein de copains dans la salle. Je les remercie d'être venus, nombreux, autour de ce film. Juste rappeler quelques petites choses. L'idée de ce rendez-vous, c'est de départ de rendre hommage à Ennio Morricone, de façon générale, en proposant un dimanche matin par mois un film avec une composition du maestro. L'année dernière, on a fait des petits pas de côté en essayant de rebondir sur des actualités musicales, des expositions, un livre qui sort sur John Williams, un très beau coffret autour de la Lucifrine. J'espère qu'on va continuer ça. Et moi, j'ai un projet, alors je ne sais pas si ça sera en octobre ou en novembre, mais ce que j'aimerais aussi de temps en temps, c'est pouvoir inviter des compositeurs pour parler de musique. Moi, je ne suis pas du tout musicien ou spécialiste ou musicologue. Ce qui prime, c'est de voir des beaux films, des fois des très grands films, des très grands BO sur cet écran-là. Des fois des BO très singulières et des films peut-être ratés, mais des choses très expérimentales de la part de Morricone. Là, qui a déjà vu La classe ouvrière au paradis? Super, vous n'êtes pas beaucoup. C'est un peu normal, j'ai envie de dire. Et là, vous allez voir un film qui est, pour moi, dans le concept du Ciné Club, un très grand petit film qu'on ne connaît pas, une très grande BO, très expérimentale et à part de ce qu'on pense connaître de Morricone. Pour aller très vite, et on discutera un petit peu après. Donc le prochain rendez-vous, ça sera le 19 octobre, j'ai un trou de mémoire, si ça existe, dimanche 19, ça doit être ça. Et on va vous annoncer très prochainement quel sera le film. Ce sera peut-être un film nouveau, et un compositeur, je discute en ce moment avec la directrice et puis le distributeur pour mettre ça au point. Mais sinon, il y a aussi beaucoup d'actualités autour de Morricone, et le principe aussi du Ciné Club, c'est que vous puissiez prolonger ce moment-là chez vous. Il y a une petite boutique dans le haut, j'essaie de récupérer des DVD auprès des éditeurs. Et là, donc, le film que vous allez voir, La classe ouvrière au paradis, vous pouvez voir parce que c'est quelqu'un, une société qui s'appelle Tamassa, qui fait tout ce travail de défrichage, de retrouver la restauration des films, il est sorti en salle, en vidéo. Il est sorti au début de l'année 2025, en janvier. C'est aussi dans le cadre d'une rétrospective héliométrie à la Cinémathèque française. Et c'est vrai que l'héliométrie, c'est un nom qui ne vous dit peut-être pas grand-chose. En fait, le film date de 71, et le film juste avant, il vous dit un peu plus quelque chose, parce que c'est aussi une très grande vidéo de Morricone, c'est Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon. C'est un film de 70, qui avait eu un prix au Festival de Cannes, qui avait eu un très grand succès international, qui avait eu l'Oscar du meilleur film étranger, et qui glisse un petit peu, j'ai envie de dire, la douzaine de films qu'a pu faire Elio Petri. Et celui-là arrive juste après, obtient la Palme d'Or, en 72. Vous allez voir, dans les deux cas, on retrouve Gianmaria Volonté, qui est un des comédiens fétiches d'Elio Petri. Je ne vous en dis pas beaucoup plus, je reviendrai plus en détail tout à l'heure sur le contexte, sur Elio Petri, sur ce type de cinéma-là. Dans la salle, il y a des plus jeunes, je préfère prévenir les parents. Ça va, il n'y a rien de très très grave dans ce film, mais chez Elio Petri, il y a toujours beaucoup de questions aussi de sexualité, vous allez voir. Là, il y a des questions évidemment de politique, c'est vraiment le fil conducteur de son œuvre. Tout est dans le titre, La classe ouvrière au paradis. Et restez bien jusqu'à la fin, la dernière image du film, il y a une surprise. Il y a une apparition de quelqu'un de très connu dans le film. A tout à l'heure, merci beaucoup. Le personnage qui apparaît à la fin, vous l'avez tous reconnu, c'est celui pour qui on est là depuis 5 ans. C'est Ennio Morricone qui fait une apparition dans le film. Et Morricone a fait quelques apparitions très rares. Et on avait projeté un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Ils vont tous bien de Tornatore, où à un moment il y a le personnage qui qui rencontre toute sa famille, qui visite plein de villes italiennes, et il y a un opéra qui se répète, et Morricone fait une apparition dans le film. Voilà, merci pour le micro. Et en fait, là, on est en 71, et il faut imaginer, donc c'est là que je le répète, moi je ne suis pas un spécialiste de Morricone, je suis juste un fan de base qui a écouté beaucoup de musique et découvert le cinéma par plein de prismes dans la musique de film. Et Morricone, en 71, je crois que de toute sa carrière, c'est sa plus grosse année de production. Il y a une quinzaine de films. Et tout à l'heure, ce que j'avais mis en musique de fond, c'était
Révolution, c'est la même année. On avait passé aussi 5 000 par an de Philippe Labro, réalisateur français qui vient de mourir, c'est aussi en 71. Le Venin de la peur, un autre film très différent, un film de Giallo, de genre, etc. Ben voilà, c'était toute la palette de Morricone et toute la palette, on va dire, du cinéma italien de l'époque. Et pour revenir sur ce film en particulier, alors c'est pareil, il y a peut-être des Italiens dans la salle, mais dans un moment très très complexe et compliqué de l'histoire italienne. Mais c'est un hasard, moi j'ai programmé ce film-là, j'ai en tête, il faisait partie de la liste des films disponibles à montrer à un moment ou à un autre. Il arrive, voilà, il est toujours d'actualité, quelques jours d'autres moments où il faut bloquer, agir, lutter, ou voilà. Le film, voilà, il dit plein de choses, et c'est vrai qu'il y a une biométrie. Quand tout à l'heure je vous disais, il y a un film qui est tout vraiment tout le reste, c'est celui justement Enquête sur un citoyen. Plus ça va, plus il va pousser le curseur sur comment on raconte des histoires, l'Italie, la société, des sujets très très particuliers. Voilà, je ne sais pas comment vous avez reçu le film, je vous laisse aussi réagir. Moi, je l'avais vu il y a une dizaine d'années. Je me rappelle la musique, tout le filmage, le montage, ces personnages qui hurlent, qui crient dans les mégaphones. Le film est un peu dur pour le spectateur. Et ça, c'est un truc que Petri va plus va vieillir, plus ça va être, j'ai envie de dire, exacerbé. Juste pour vous donner une idée, alors c'est pareil. J'ai aucun intéressement, mais l'idée de la petite boutique, c'est vraiment si vous avez envie de plonger et de voir d'autres films. Il y a ces tout premiers films qui sont disponibles. Il y en a un qui s'appelle L'Assassin, donc au début de sa carrière. C'est quelqu'un qui débute comme assistant réalisateur, qui est scénariste. Son maître de cinéma, c'est Giuseppe De Santis, un des grands réalisateurs italiens du néo-réalisme. Il y a un film pareil, très connu, qui éclipse le reste, qui s'appelle Rianer, que vous connaissez peut-être. Donc il est assistant réalisateur pour De Santis et scénariste. Il écrit Les Monstres de Nino Risi, pareil, grand film classique que vous connaissez tous, qu'il aurait dû réaliser. Et son premier film s'appelle L'Assassin, avec Marcello Mastroianni, qui est un de ses autres comédiens fétiches. Mais là, c'est vrai qu'on découvre deux personnes qui sont très très proches de Petri dans ce film-là. On découvre, pour ceux qui découvrent le film aujourd'hui et son cinéma, c'est Gian Maria Volonté, donc le rôle principal, le loup, et puis Milina le fou, Salvo Randonné, qui va participer dans pratiquement tous ses films, et notamment son deuxième film qui s'appelle Les Jours Comptés, qui est de 62. Il est disponible comme L'Assassin ici en vidéo. Et moi, c'est vraiment un des coups de cœur, c'est vraiment quelque chose de très personnel que je vous raconte. C'est un film que j'avais vu. Alors, ces deux films-là, il faut imaginer, ils n'étaient jamais sortis en France. C'est vrai, c'est des distributeurs qui les ont sortis dans les années 2000. Les Jours Comptés, je l'avais déjà vu. Et moi, il se trouve que le dernier film que j'ai vu, au moment de la reconfinée, la deuxième fois, enfin octobre, c'était Les Jours Comptés. Et je vous invite vraiment à découvrir ce film. La restauration est magnifique. Et en fait, dès son deuxième film, dès ses premiers films, en fait, Petri se penche sur des sujets très très vastes. Et je pense que, enfin moi, c'est ce que j'aime dans le cinéma. Le cinéma peut être très divertissant, mais là, on est dans du très grand cinéma qui nous pose des questions. Et c'est un réalisateur qui ne fait pas du cinéma de propagande ou didactique, c'est-à-dire qu'il maltraite un peu le spectateur, il fait se poser des questions, réfléchir. Peut-être que ce personnage, il fait d'une certaine façon du surplace, il le remet en question. Et c'est vrai qu'il ne nous brosse pas dans le sens du poil. Tout ça pour vous dire, voilà, j'espère que vous avez apprécié ce film. Et donc, dans Les Jours Comptés, dès son deuxième film, il pose une question super importante. C'est l'histoire d'un personnage qui est joué par Salvo Randonné, le fou dans l'histoire. Évidemment, le fou dans l'histoire de la classe ouvrière, c'est celui qui est le plus lucide, c'est celui qui fait le plus de choses justes. Et le film s'ouvre, je trouve le sujet génial. Voilà. Le film s'ouvre, il est dans un bus. Et d'un seul coup, ce bus avance et un personnage qui ne bouge plus, qui meurt, il le regarde et il lui ressemble. Il est en train de se dire, ah ben c'est peut-être moi, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Je travaille, et du jour au lendemain, il dit, ça ne sert à rien, je vais arrêter de travailler. Et donc il va retourner sur des endroits de sa vie, des gens qu'il a connus, qu'il a aimés, et essayer de leur dire, bah voilà, il faut arrêter de travailler non plus. Je soulève une question. Voilà. Il y a des amis comme ça qui le pensent. Non, mais en fait, ce film dit beaucoup de choses en fait, sur les luttes. C'est-à-dire que Petri aussi, quand il fait La classe ouvrière au paradis, il se dit le cinéma italien il parle beaucoup de nous, beaucoup
face de la comédie, lui, c'est quelque chose qu'il veut moins faire, et surtout, en faisant ce film, c'est quelqu'un qui est du ouvrier, c'est quelqu'un qui est profondément et depuis toujours communiste, même si après Budapest et en 1956, il se détache un petit peu de ça. Jean-Marie Volonté, on n'en parle pas, c'est quelqu'un qui est fondamentalement impliqué aussi dans son cinéma, dans ses choix, dans sa vie d'homme, de militant et politique. Et pourquoi j'ai dit ça, j'ai pas vu le film. Non, et oui, et Guillaume Pétri pose des questions et essaye un petit peu de raconter l'Italie, et avec ce film-là, il parlait du monde ouvrier. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on imagine de beaucoup traiter au cinéma, et pas tant ça au début des années 70. Il y a un autre film qui est un peu important, que vous pouvez aussi rattraper et voir, qui s'appelle Les chers camarades, de Mario Monicelli, qui là raconte l'histoire d'une grève. On est plutôt au 19e siècle, et pareil, un super beau casting, vous avez Mastroianni dedans, Bernard Blier. Et là, ça raconte l'histoire d'une grève. Là, on est vraiment pas avec un personnage qui vraiment est l'antithèse, j'ai envie de dire, du militant. Hein. C'est vraiment le slogan travailler plus pour gagner plus, hein, le coup au départ. Et c'est vrai qu'il prend Pétri, il a souvent pris des personnages qui vont faire un chemin, qui posent des questions, mais qui ne donnent pas de réponse. C'est-à-dire que Guillaume Pétri, c'est pas quelqu'un qui fait de la propagande et qui essaie de convaincre les convaincus, qui essaie de faire bouger les lignes. Et même à l'époque, il ne faut pas oublier que son film précédent, c'est vrai que ce film-là, il fait partie de ce qu'on appelle la trilogie de la névrose chez Pétri, mais c'est toujours dans la cinéphilie, dans l'histoire du cinéma, de créer des liens dans les films. Si on revient à Ennio Morricone et aussi à Gianmaria Volonté, qui était dans Pour une poignée de dollars, on a appelé la trilogie du dollar pour les 3 premiers films de Léon. Il y a eu une trilogie de la névrose. Pourquoi la névrose? Parce que le film d'avant, c'est un film qui s'appelle Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, qui s'interroge à la folie, à la névrose, au sein du pouvoir. On est encore avec Gianmaria Volonté, qui a le rôle principal. Qui l'a vu dans la salle? J'espère que vous l'avez vu. Je l'ai pas en DVD. C'est un chef-d'œuvre absolu. Je l'adore, la musique est fabuleuse. Et c'est l'histoire d'un policier qui, je ne spoil rien, c'est les premières lignes du résumé, qui enquête sur son propre crime. Et c'est comment, pendant toute l'histoire, alors qu'il laisse des traces pour indiquer que c'est lui le coupable, et tout le système, personne n'imagine que la police peut être à l'origine d'un crime. Et là, il s'attache sur le travail, sur la production, dans ce film-là. Et le film d'après, la pousse le curseur un peu plus loin, je l'ai découvert il y a quelques jours en vidéo, ça s'appelle La propriété, c'est plus le vol, avec Hugo Togliatti. Et le rôle principal dans ce film-là, c'est un comédien qui s'appelle Flavio Bucci, qui est un des ouvriers dans l'histoire. Et c'est pour vous dire aussi le point de départ des histoires et des sujets de Pétri. C'est l'histoire d'un employé de banque. C'est content de raconter de l'argent, et dès qu'il touche, il manipule l'argent, il a l'eczéma, ça gratte de partout, il ne supporte pas ça. Et à force d'encaisser de l'argent, il veut voir un boucher très très riche, joué par Hugo Togliatti. Il décide qu'il faut arrêter de travailler, en fait, pour gagner de l'argent, il faut voler en fait. Et le principe de la vie, c'est plutôt de voler que de gagner de l'argent. Voilà, je vous ouvre plein de parenthèses pour un peu citer le personnage de Guillaume Pétri. Et vous dire à quel point c'était un personnage singulier dans l'histoire du cinéma italien. Mais c'est vrai, moi j'ai vu pratiquement tous ces films sauf L'Assassin. J'avais redécouvert certains à la Cinémathèque française, mais ça a été un des compagnons vraiment de route de Morricone. Et Guillaume Pétri, quand il a rencontré Morricone pour la première fois, il lui a dit écoutez, je vous propose qu'on travaille ensemble. C'était, j'ai un peu de mémoire, c'était pour un mois tant qu'il est à la campagne, donc on est en 1968. Et à partir de là, ils vont travailler tout ensemble. Il va faire tous les films de Guillaume Pétri, Morricone, mais quand il a pas fait ses rencontres, il dit écoutez, on va faire ce film-là ensemble, et je préfère vous le dire, je ne retravaille jamais avec le même compositeur. Voilà. Et c'est vrai que Morricone, on l'associe beaucoup, et toujours, et c'est normal, à Serge Leone, qui était son frère de cinéma, à aussi Tornatore, qui est un jeune réalisateur sicilien qui découvre avec Cinema Paradiso, qui va l'accompagner jusqu'au bout de sa vie dans tous ses films, jusqu'au finalement le très beau documentaire qui s'appelle Ennio. Mais l'autre personnage très proche de l'univers de Morricone, et Morricone dans toutes ses interviews disait que vraiment il mettait Pétri dans ses plus belles rencontres parce qu'en fait il le laissait expérimenter des choses, il le laissait faire des choses.
Et là, vous vous rendez compte aussi, dès les premières secondes du générique, c'est-à-dire que la musique est très, très, même si on retrouve des choses qu'on a l'habitude d'entendre chez Morricone, mais très, très particulières, et si on est vraiment au service du film, il y a des sons, il y a des sons de mitraillettes, c'est-à-dire qu'il y a évidemment la cadence qui rejoint la cadence de l'usine, mais il y a quelque chose de très, très, très particulier dans cette musique. Et en découvrant la propriété Sepulveda, c'est pareil, on a l'impression d'écouter un film d'horreur, presque, enfin, de voir un film d'horreur, de voir des partitions pour Dario Argento. Enfin, voilà. J'ai envie peut-être aussi de vous laisser réagir, ou si vous avez des questions. Il y a une séance juste après, à 13h45, il y a toute l'épreuve, on aura un petit peu de temps pour en parler. Je ne sais pas si vous avez des questions, chaud pour les films. Je peux continuer, mais... faut imaginer aussi, donc là, on est à un moment où Elio Petri, c'est son 8e film, hein, c'est vraiment, il en a fait une douzaine. Ça arrive juste après, en fait, sur un citoyen au-dessus de Picasso. Donc il a ce projet-là, d'un film sur le monde ouvrier. Il faut trouver un décor. Il y a le film qui vient de sortir, donc, qui critique beaucoup la société, qui critique beaucoup la police, qui enquête sur un citoyen au-dessus de soupçon. Donc il y a beaucoup de repérages qui sont faits et beaucoup de refus de tournage pour trouver le lieu. Et là, c'est une usine désaffectée qui est dans une petite ville de Lombardie, qui est fermée, qui est en liquidation judiciaire. Il faut imaginer que le film se fait en moins d'un mois. On voit la neige, il se tourne au mois de décembre, parce que l'usine est fermée. Elle est liquidée, donc après elle est définitivement fermée. Et les vrais ouvriers de cette usine vont fabriquer une espèce de chaîne, hein, puisqu'il n'y a pas de chaîne réellement dans cette usine, c'est une usine d'ascenseur à la base. Et donc ça donne le film que vous voyez là. Et c'est vrai qu'il y a plein de noms au générique qu'on découvre, qui vous disent plus ou moins quelque chose. Dante Ferretti, qui est vraiment un grand chef décorateur du cinéma italien, qui a beaucoup accompagné Fellini, qui fait aussi une très belle carrière à la fin de sa vie internationale. C'est le chef décorateur qui fait les très hauts décors des aventures de Baron Munchausen. Et il y a un nom aussi qui revient beaucoup dans la carrière de Petri, c'est Mastroianni, le frère, Ruggiero, qui était monteur de cinéma, et qui monte aussi beaucoup de films d'Elio Petri. Autour de ça aussi, moi j'ai un vrai amour en dehors de Morricone pour Gian Maria Volonté, que je trouve hallucinant du début à la fin. C'est un comédien évidemment qui a beaucoup accompagné le cinéma italien. L'année dernière, on avait repris le Ciné Club avec Bruno Bagnadola, où il était un de ses grands premiers rôles. Si vous aimez Gian Maria Volonté, j'avais parlé aussi, il y a un distributeur qui avait ressorti il y a quelques mois un film qui s'appelle Le Terrorisme, qui est un de ses premiers rôles, de 62, de Gianfranco Di Bosio, et c'est l'histoire d'un terroriste italien qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale à Venise, lutte contre l'occupation allemande et place des bombes. C'est un film qui va repasser dans quelques semaines autour du festival qui s'appelle Pellicolienne, qui est un festival de films de patrimoine qui va avoir lieu dans la deuxième moitié du mois de septembre. Je vous invite vraiment à découvrir ou revoir. Et évidemment, alors, ce qui est assez particulier dans les choix et dans l'année 71 et autour de ce film, La classe ouvrière au paradis, le film est Palme d'Or à Cannes en 1972, avec un autre film italien, un autre très grand réalisateur italien qui faisait aussi des films très importants autour de la société, de la raconter, la dénoncer, qui est Francesco Rosi. Et la Palme d'Or, l'autre Palme d'Or, c'est l'affaire Mattei. Et dans l'affaire Mattei, il y a encore Gian Maria Volonté, qui là est à l'opposé de ce film-là, puisque là il joue pour un ouvrier. Et dans l'affaire Mattei, c'est une histoire vraie d'un industriel, d'un patron d'un groupe d'hydrocarbures qui se fait assassiner. Et donc le film raconte cette histoire-là. C'est vraiment aussi pour vous dire à quel point les comédiens étaient un petit peu traversés tous les genres et puis étaient un petit peu à l'affiche dans beaucoup de films très très différents. Mais c'est vrai que Gian Maria Volonté, c'est quelqu'un qui débute avec Elio Petri sur un film qui s'appelle À chacun son dû, qui date de 1967. Après, donc, ils font ensemble Enquête sur un citoyen au-dessus du soupçon, La classe ouvrière au paradis.
Il y a un film que j'ai découvert aussi qui s'appelle Todo Modo, alors qui est très 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 dur à voir et qui est hallucinant. Todo Modo, c'est un film de 1976 qui est presque prémonitoire, puisque dans ce film, Gianmario Volonté joue le rôle d'Aldo Moro, donc qui est le chef du parti démocrate chrétien qui est au pouvoir, qui va se faire assassiner peu de temps après. Et ce film raconte encore une fois le monde politique, c'est l'histoire de plein de politiciens qui se retrouvent dans un hôtel particulier et souterrain pour un séminaire de recueillement et qui s'isolent du monde entier. Et aussi, on voit encore les rapports de la société et de l'Église. Et donc, vous avez en face de lui Mastroianni qui joue le rôle d'un prêtre. Il y a Michel Piccoli aussi dans ce film-là. C'est un film complètement hallucinant. Et c'est vrai que dans tous les films de Petri, il y a non seulement ce sujet politique, mais aussi toujours une place super importante au cadrage, au décor, à des choix très picturaux aussi par moments. Vous pouvez vous en rendre compte ici sur des couleurs. Et au milieu de tout ça aussi, dans ses tout premiers films, il y a un ovni qui est là disponible dans le voile, qui s'appelle La 10e victime. Et pareil, je vous fais un petit vidéo, ça me portera un peu large de ce réalisateur-là. La 10e victime, c'est son 4e film de fiction, puisqu'il fait aussi un peu de documentaire. C'est un film avec Mastroianni, qui est blond, perruqué, les cheveux courts. Avec lui, Lucien Andrès, c'est l'adaptation d'un roman de Sheckley qui s'appelle La 7e victime en anglais, et que vous connaissez sans connaître, pour les plus vieux comme moi, puisqu'il a été aussi adapté par Yves Boisset sous le titre Le cri du danger. Donc c'est l'histoire de candidats qui luttent pour leur survie dans un jeu télévisé en direct. Et le film se tourne dans New York complètement désert, qui est censé donc, abriter un peu un décor futuriste, et qui dit déjà beaucoup de choses alors qu'on est à la fin des années 60, et que évidemment, depuis, beaucoup de choses ont fait leur chemin à la télé. Mais déjà là, dans ce film-là, vous continuez de voir aussi à quel point Petri est critique sur le monde qui l'entoure. Il donne des pistes parce qu'il y a cet ouvrier qui rentre chez lui, et puis en face de lui, sa compagne, c'est vraiment antithèse parce que c'est une petite bourgeoise qui est coiffeuse, qui a sa télé, qui en fait des photos d'Agnelli, donc c'est pareil, c'est des références à l'Italie de l'époque. Agnelli, c'est le grand patron de Fiat à l'époque. Le film fait référence aussi à des mouvements, évidemment, du moment qui sont à toutes les luttes étudiantes, les luttes qui vont être plus armées, les brigades rouges qui vont arriver, les luttes qui sont aussi syndicales, et puis un moment aussi d'élection très particulier dans l'Italie de l'époque. Je parle tout seul. Je ne sais pas si vous avez une petite remarque ou des choses. Je ne suis pas spécialiste du tout de l'histoire italienne. Mais en fait, ça vient par le cinéma. Et c'est vrai que je repensais, il y a quelques mois, on m'avait invité en mai Jean-François Roger autour d'un film de Carlo Lizani qui s'appelle Sambadella. Et aussi vraiment tout ça, c'est vrai que pour nous, aux Français, c'est assez compliqué, les différents partis. C'est l'importance des régions dans l'Italie et comment il y a des fractions comme ça, des choses qui naissent, qui animent la vie politique. Et Carlo Lizani était aussi un de ces raconteurs très critiques de l'Italie aussi de la société. Et c'est aussi pour retourner un petit peu sur l'actualité moriconienne du moment. C'est un réalisateur qui a beaucoup collaboré avec Morricone et là vient de sortir en Blu-ray, en DVD, un film qui s'appelle Les derniers jours de Mussolini, tout est dans le titre, avec un très très beau casting. C'est Ross Taylor qui joue Mussolini, et vous avez aussi autour de lui Henri Fonda qui joue un cardinal, je ne sais plus quelle ville, voilà, au moment de la débâcle et du moment où Mussolini, l'Italie va perdre la guerre, elle est toujours occupée par l'Allemagne. Quand Mussolini va un petit peu quitter ses fonctions et essayer de s'évader. Et vous avez aussi Franco Nero dans ce film-là. C'est un film vraiment très particulier et pareil qui est très difficile à voir jusque-là. Je vous laisse voir. Alors pour finir, je sais pas quelle heure il est. Bientôt la fin. Non, alors pour finir, avec le master et l'actualité.
été. J'espère que vous avez fait un beau voyage et ce qui n'a pas été une expérience trop douloureuse pour vous. Et je vous invite vraiment, c'est mon petit héros de l'année, à découvrir le film d'Olivier Lacce qui s'appelle Sirat, qui va sortir mercredi prochain, qui questionne beaucoup aussi, c'est ce qu'il dit souvent dans ses interventions. Lui, c'est un film qui veut, pareil, où il pense que le spectateur, il faut lui faire subir des choses, lui montrer des choses. C'est un voyage en images, en musique, c'est vraiment ici qu'il faut le voir. Et si jamais vous êtes libre, mercredi après-midi, Olivier Lacce, qui est déjà venu faire l'avant-première en juillet dernier ici, qui est archi complète, il va venir présenter la séance de 14h10. Le film est magistral, pareil, c'est tout ce que j'aime au cinéma. Il y a beaucoup moins de dialogue qu'ici, il y a beaucoup de musique et vous allez vous en prendre plein les yeux. Voilà, j'espère que vous suivrez mon conseil. Et pour finir, on se donne rendez-vous le dimanche 19 octobre. Je n'ai pas encore le film, mais voilà, tenez-vous au courant sur les newsletters du Maximum. Merci beaucoup.